Donc, ça fait déjà une année, comme vous l'avez dit, que nos vies sont bouleversées par la pandémie du Covid-19. Et en vrai, par la pandémie de Covid-19, mais en vrai, par l'ensemble des mesures sanitaires qui ont ponctué nos existences et nos expériences de l'autre, de l'espace public, du déplacement et du temps. Une année que les bibliothèques font aussi face à un complet bouleversement de leurs pratiques. Réduction des jauges, limitation des usages des espaces, annulation des événements, télétravail des agents, formation à distance, etc. Essor soudain de la médiation numérique et d'autres encore. Cette évolution, le milieu professionnel n'a pas attendu que l'année soit passée pour qu'on y réfléchisse. Vous avez certainement d'ailleurs pu lire des articles de Livre Hebdo, d'Actualité ou d'Archimag sur le sujet. Il y a un numéro 2D pour info qui a été écrit pendant l'été 2020. D'accord, il a été publié en janvier 2021, mais il a été écrit pendant l'été 2020. Ça vous permet de suivre un peu comme ça les réflexions sur le sujet. Alors pour ma part, en mars 2020, alors que donc le pays connaissait son premier confinement, je me faisais la réflexion que le rôle même de la bibliothèque semblait questionné aussi bien par la fermeture qu'on connaissait que par une espèce de mobilisation générale de la France pour occuper les esprits et les corps à coup de partage de ressources, de savoirs, d'analyses, de références bibliographiques, etc., etc. Je l'ai dit pendant le séminaire, mais moi, j'ai été marquée de recevoir autant d'informations sur de ressources et d'activités à faire par des chaînes de vêtements auxquelles je suis abonnée que par ma bibliothèque. Notamment pour Pâques. Qu'est-ce que je vais faire à Pâques à mes enfants? La bibliothèque m'a envoyé des propositions, mais Petit Bateau m'a envoyé des propositions aussi, etc., etc. Picard m'a envoyé des propositions. Donc, cette mobilisation générale, elle était vraiment manifeste pendant le premier confinement. Elle a été moins forte après, mais elle a été vraiment manifeste pendant ce premier confinement du fait de la reconfiguration qu'on peut considérer à la fois nouvelle et massive de notre rapport à l'espace et au temps. Il me semblait que du coup, ça nous amenait à réfléchir sur le caractère essentiel de la bibliothèque, du fait qu'elle soit fermée, mais du fait aussi que d'autres s'occupent de diffuser des ressources. Et honnêtement, j'étais bien troublée parce qu'à peine 6 mois avant ce confinement, j'avais soutenu ma thèse qui faisait de la participation un des leviers pour repenser l'action de la bibliothèque dans des crises auxquelles la bibliothèque faisait face. Et en dressant ce portrait, si vous voulez, de la bibliothèque participative, j'essayais de montrer principalement que les bibliothèques avaient toujours un rôle à jouer face aux crises. Or, voilà une crise en mars 2020, 6 mois après avoir soutenu ça, qui ramène la bibliothèque à un espace finalement inessentiel. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre introduction que discrètement, le caractère essentiel de la bibliothèque s'était mis en place. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, même quand il a fini par se mettre en place, ce fut assez discret, hein, on est bien d'accord. Mais donc, au moment du confinement, cette crise a ramené la bibliothèque à un espace qui était inessentiel en vérité, et face à lequel, évidemment, la participation sur laquelle moi je travaillais, et organisée par la bibliothèque, n'est certainement pas la solution puisqu'on ne pouvait pas participer avec les gens. Alors, tout ceci au premier confinement, bien sûr, on reparlera peut-être plus tard de déconfinement, reconfinement, couvre-feu, etc., etc. Du coup, j'ai été très troublée parce que cette question du rôle de la bibliothèque en temps de pandémie, enfin, par cette question du temps de la bibliothèque, du rôle de la bibliothèque en temps de pandémie et surtout en temps de confinement. Et je me demandais, est-ce que c'est là la limite du rôle possible de la bibliothèque? Ou alors on n'a peut-être pas développé en bibliothèque tout ce qui nous permettait de rester utile. Et de même que la participation avait joué un rôle de levier sur des crises, comme celle de la représentation, du débat démocratique ou de la sociabilité en temps, je dirais, normal, que devions-nous faire pour faire levier, à nouveau, dans une crise qui est nouvelle et qui était celle de la pandémie et du confinement? Qu'est-ce que nous n'avions pas suffisamment développé pour être le levier dont nous avions besoin aujourd'hui, pour être Batman, quoi, en gros, quoi, vous avez compris? Pour plusieurs raisons, j'ai souhaité ne pas me poser ces questions toute seule. La première, c'est que je sortais de ma thèse et que j'avais le sentiment de plus du tout réussir à réfléchir et à penser, à écrire, etc. La deuxième, c'est que le confinement nous isolait déjà beaucoup et qu'il me semblait un peu dommage de se réisoler intellectuellement.
La troisième raison, c'est que pour la première fois depuis que je faisais des recherches, j'avais plein de bibliothécaires avec une certaine disponibilité et prêts à répondre à des questions et à travailler avec moi sur ces projets de recherche. Et puis la quatrième raison, c'est que j'avais commencé à réfléchir aussi là-dessus collectivement parce que, en fait, j'avais été interpellée par un collègue sur Twitter, un collègue lyonnais, sur ces questions-là, et on avait discuté à 3 ou 4 collègues lyonnais par téléphone, genre le 20 mars, sur ce qui se passait pendant le confinement, etc. Et c'est en discutant avec eux que j'ai mis le doigt sur ce qui me tracassait, à savoir, le 20 mars, donc, à savoir une sorte d'engouffrement des bibliothèques dans la transformation de leurs services physiques en services numériques, sans se poser la question de savoir si nous avions toujours besoin de ces services. Ce que je veux dire par là, c'est que le 20 mars, quand certaines bibliothèques ont dit « Ouais, ben c'est bon, on va faire nos heures du compte sur Facebook », je me suis dit « Est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin, moi, en pleine pandémie, en plein confinement? Est-ce que c'est là que j'attends la bibliothèque? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que c'est là-dessus qu'on a besoin de médiation numérique ?» Et je ne savais pas répondre à ça. Voilà. Et enfin, la cinquième raison, c'est que je travaillais à l'ENSIB, je ne travaille plus maintenant, mais j'y travaillais encore à ce moment-là, et nous cherchions quel service proposer pendant ce confinement. Et comme je l'ai dit, finalement, un peu au-dessus, j'étais assez méfiante envers la notion de continuité de service. Et donc, j'ai proposé de faire autre chose que mes activités habituelles. Alors, vous me direz, c'était facile parce que mes activités habituelles, c'était l'international. Et comment dire, l'international, bon, voilà, en plein confinement et pandémie, autant vous dire que ça a été assez vite géré. Et donc, j'ai proposé de faire toute autre chose, à savoir ouvrir un séminaire pour réfléchir collectivement sur le rôle de la bibliothèque en temps de crise, et ici, pendant cette crise bien spécifique qui était celle de la Covid-19. Donc, ce séminaire, il a été lancé le 25 mars avec une petite info sur mon blog où je listais des épisodes, j'appelais ça des épisodes comme une série, que je voulais organiser pour ce temps d'échange entre professionnels, en vue de rechercher, voilà, ensemble, en quoi cet événement spécifique agissait comme peut-être un point de déviation, un point de rupture dans la définition du rôle de la bibliothèque. Alors finalement, peut-être certains d'entre vous le savent, mais finalement, j'ai eu jusqu'à 2000 inscrits. 900 participants au premier rendez-vous. On a fait 8 épisodes. Enfin bon, voilà, ça a été fou. Ça a été complètement fou. Évidemment, avec tous les rebondissements, les 8 épisodes, ils se sont tenus donc, du 4 avril ou 3 avril au 14 décembre. On les a espacés dans le temps. Le séminaire est fini. Il resterait éventuellement des synthèses à rédiger, peut-être une véritable analyse des échanges si un jour je me décide à en faire un vrai projet de recherche. Mais si je dois faire le bilan de l'expérience, là, je dirais 5 mois et demi après la fin du séminaire. Il y a un micro qui vient de se rouvrir. Donc, si je dois faire le bilan de cette expérience-là à la fin, c'est soit un bilan technique du mode de production des échanges, quels outils, quelles interactions, quelles règles, etc. Et ça, je l'ai déjà fait pour I2D, mais aussi pour Occitanie Livre et Lecture. Il y a eu des capsules vidéo, c'est déjà disponible en ligne, vous pouvez y avoir accès. Ou alors, je peux faire un bilan de mes propres introductions qui amorçaient à chaque fois le séminaire et de mes pistes de réflexion suite à ces échanges. Ce bilan, j'en ai proposé une brève réponse à la revue Arabesque, vous pouvez le trouver en ligne, et j'ai essayé de le développer un peu plus pour quelques conférences que j'ai données dernièrement, dont celle pour vous. Donc, je vais essayer de revenir sur quelques points de rupture que j'ai pu identifier au gré de ces 7 thématiques qui ont été traitées sur les 8 rendez-vous. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'articuler beaucoup ça autour d'un sujet qui me paraît être le premier fil à tirer, je dirais, ce premier point de rupture, et qui est la notion d'accueil, parce qu'il me semble que c'est ce qui est principalement questionné finalement dans cette crise-là. Donc, le premier fil que je veux tirer, ça concerne l'accueil. Pourquoi ? Parce que il me semble que si les bibliothèques ont pu incarner l'idée d'espace public, parce qu'elles permettent la circulation des objets, des humains et des idées, et que cette circulation-là, elle est au cœur du projet bibliothéconomique, le contexte actuel, c'est celui qu'on a connu en mars l'an dernier, mais en vérité toujours aujourd'hui, le contexte actuel où les politiques de lutte contre la pandémie ne sont rien moins que des transformations et des limitations de nos possibilités et modalités de circulation et de rencontre, ne peut que nous obliger, nous, bibliothèques, à interroger notre modèle général qui est basé sur l'accueil et donc l'accueil lui-même.
Alors, pour aller au plus simple, parce qu'on n'a pas 10 heures devant nous, pour aller au plus simple, je vais m'intéresser à la notion d'accueil du point de vue presque corporel, en enlevant tout ce qui relève du service lui-même. C'est-à-dire que pour étudier la transformation de l'accueil en tant que service, il faut aussi aller voir du côté de la charte Marianne, par exemple, qui évalue notre capacité à répondre aux questions des usagers, à rendre nos espaces accessibles, à personnaliser nos réponses, etc. etc. Alors, je ne vais pas détailler tous ces points, ce ne serait pas possible, mais je vais me concentrer sur ce qui fait pour moi l'essentiel de l'accueil, je dirais, c'est-à-dire l'interface entre la personne qui entre et utilise un lieu et ce même lieu doté de son offre de service. Du coup, pour moi, si vous voulez, l'accueil se détermine sur une sorte de radar composé de 4 axes, la sécurité, la santé, le confort et l'ambiance. Alors, parlons de sécurité, évidemment, on est dans un bâtiment public, il y a des assurances voilà, sur ces bâtiments publics. On peut avoir aussi des médiateurs en situation de conflit, etc. La bibliothèque doit assurer, l'accueil, c'est assurer qu'en fait, rentrer dans une bibliothèque doit nous laisser en sécurité. Je prends souvent cet exemple, mais dans les universitaires, je suis désolée, il y a encore un micro, du coup, ça résonne dans moi. Je m'entends en double. Non, pas, voilà, je ne suis pas passionnée forcément par m'entendre moi-même, donc c'est jamais très agréable de s'entendre. Les BU aux États-Unis, vous savez, il y en a un certain nombre qui sont ouverts toute la nuit. Et en fait, il y a des problèmes d'agression sur les campus. Et venir à la bibliothèque doit être quelque chose qui doit nous laisser, nous permettre d'être safe, on dit en anglais, c'est-à-dire en sécurité, quoi. Et du coup, ils ont mis en place, vous savez, comme les pédibus pour les enfants, vous savez, pour rentrer à l'école ou aller à l'école à pied, le même genre de truc pour sortir de la BU la nuit. Il y a des pédibus pour rentrer sur les logements du campus et traverser le campus en étant safe. Voilà. Donc, la sécurité, c'est un peu le point d'entrée de base. Je dois rentrer dans la bibliothèque, je dois être sûre d'être en sécurité physique. La question de la santé est aussi un des points primordiaux de l'accueil. Là encore, c'est un bâtiment public, donc avec des normes, notamment la question de l'amiante, etc. Il y a encore pas mal de BU qui sont en travaux pour des questions d'amiante, par exemple. Et évidemment, en temps de Covid, la question, c'est évidemment d'être un lieu non contaminant. Vous savez bien tous les débats et finalement les décisions qui viennent d'arriver sur la question de la quarantaine des livres. Voilà. C'est aussi la question de la santé individuelle. Un lieu safe, comme je disais, ce n'est pas seulement un lieu où on est en sécurité, c'est un lieu qui est aussi sécurisant. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en péril votre santé mentale, finalement, votre bien-être, votre capacité à affronter le monde. C'est pour ça que les bibliothèques portent un intérêt très fort à la manière dont elles vont accueillir des groupes particuliers. Bien que travaillant sur le service public, le service pour tous, elles portent une attention particulière sur comment on accueille et on inclut des groupes particuliers. Les personnes LGBTQ, les personnes âgées, les personnes sans domicile fixe, les personnes avec des handicaps psychiques, les adolescents en fugue, etc., etc. Le confort, troisième point, c'est aussi un des points importants du renouvellement de l'accueil des bibliothèques depuis 15 ans. Vous le savez très bien, on en parle beaucoup de cette question du confort autour de la bibliothèque troisième lieu. Donc, c'est l'idée d'un mobilier qui est agréable, pas forcément beau d'ailleurs. Vous savez qu'en France, on travaille beaucoup sur l'esthétique, etc., des bibliothèques. Si vous allez dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, c'est assez flagrant. C'est pas forcément très beau, c'est des vieux fauteuils club un peu élimés, etc. Mais le principal, c'est qu'on y soit confortable et qu'on s'y sente d'une certaine manière, avec une certaine libération du corps, quoi. Voilà. Le confort, c'est évidemment aussi l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, tout handicap possible. Il y a une bibliothèque à Montréal, enfin pas à Montréal, au Québec, qui travaille beaucoup sur l'accueil des personnes qui ont des handicaps de type autisme, etc., etc. Et ils travaillent beaucoup sur les niveaux de lumière et de son produits par les objets de la bibliothèque. Par exemple, quels son finalement produit la machine qui fait bip à chaque fois qu'on rentre dans la bibliothèque, que nous, on n'entend pas forcément, mais les bips de la douchette, etc., les lumières qu'on utilise, les néons, etc., etc.
Euh, bref, le confort, c'est tout cet ensemble de choses. Et puis enfin, il y a l'ambiance. L'ambiance, c'est lié aux 3 points, hein, évidemment. S'il y a un lieu qui est tout pourri, s'il y a un lieu où on ne se sent pas en sécurité, etc., on peut dire mauvaise ambiance. Hein, voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. L'ambiance, c'est aussi la manière dont les bibliothécaires vont permettre de se sentir à l'aise. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a beaucoup de bibliothèques, certainement plein parmi les vôtres, qui offrent le café, qui ont des formes de convivialité. Je connais des bibliothèques où on arrive, on prend son mug, on prend un café, etc., etc. Enfin, quand je dis on prend, on prenait, évidemment. Vous aurez bien compris que c'est là tout le problème du moment. L'aspect vivant d'un lieu, voilà, c'est ça qui fait l'ambiance, y compris dans le silence. Hein. J'en profite pour dire qu'il ne faut pas croire que mettre des consoles de jeux vidéo, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont convaincus parmi vous, croire que mettre des consoles de jeux vidéo en accès libre suffit à assurer l'ambiance. Hein. Je pense que d'ailleurs c'est une erreur qui peut coûter pas mal d'usagers. Pour plein de raisons, hein. La captation par des ados, garçons souvent, le bruit, la limitation des écrans auprès des jeunes enfants, etc. etc. Donc l'ambiance c'est un peu plus que mettre des trucs fun, quoi. L'ambiance, c'est aussi l'amabilité des personnes qui font l'accueil, hein, on le sait tous, hein, ce positionnement des personnes en situation de service public, la disponibilité qu'on offre à nos usagers, etc. Vous l'aurez compris que donc l'accueil, ça concerne l'esprit et le corps, avec bien sûr des limites dont on pourrait parler, hein, et moi j'en vois plein de limites, sauf qu'on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas 45 jours, mais 45 minutes. Voilà. Donc revenons à la situation Covid. Les bibliothèques se sont très rapidement plongées, je dirais penchées sur un premier aspect de cet accueil, de ce radar, en cherchant à renouveler les conditions d'accueil qui vont permettre aux usagers de jouir pleinement du lieu, à savoir la sécurité et la santé, évidemment. Donc ça, on en a parlé, hein, les plexiglas, les masques pour le personnel, d'abord le click and collect, tout ce qui a permis de retravailler finalement les conditions, les jauges, etc., etc. Donc, évidemment, tout ça, la quarantaine des livres, tout ça, ça fait partie de l'attention qui a été portée à la sécurité, à la santé, les espacements de table, les nouvelles signalétiques qui disent on ne peut pas s'asseoir là, on peut s'asseoir là, on peut marcher dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, etc. Tout ça, évidemment, c'est le travail que vous avez mené sur la sécurité, la santé, etc. Et la question du confort, qui a elle aussi été totalement transformée, parce que la bibliothèque n'est plus devenue un lieu de séjour, mais un lieu de passage. Alors, c'est en train de s'arranger, on est bien d'accord, mais néanmoins, on l'a tous constaté. Évidemment, les gens ont une inquiétude sur les espaces clos, les gens ont une inquiétude sur les objets touchés par d'autres. Tout ça rend difficile le sentiment de confort, et d'ailleurs, où que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un atelier de fabrique de nichoirs pour mon université. On fabrique des nichoirs pour que les oiseaux puissent venir sur l'université. Et ça se passait en plein air, dans un jardin, dans un jardin partagé. Et donc, on avait tous nos masques, ce qui est très bien, hein, ce n'est pas la question. Et entre chaque passage d'outils, donc on avait des perceuses, des visseuses, des scies, des machins, on se badigeonnait de produits. Alors, tout ça, évidemment, c'est question de santé, etc. Mais enfin, en termes de confort et d'ambiance, on repassera, quoi. Évidemment, ce n'était pas très agréable. Ça veut dire que quand même, l'autre représente une menace. Et ça veut dire qu'on est quand même dans des espaces où on sait que l'autre est là et potentiellement une menace. Donc, en termes de confort, si vous voulez, même si tout est fait pour être en sécurité, eh bien, c'est re-questionné. La question de l'ambiance, d'ailleurs, elle est triplement touchée par aussi l'obligation que vous avez de faire la police des masques. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours des bibliothécaires qui en ont ras-le-bol de se prendre des remarques acerbes parce qu'ils disent aux gens remontez votre masque, remettez votre masque, etc., etc. Donc, par cette obligation de faire la police des masques, par l'inquiétude générale, d'ailleurs la vôtre aussi, hein, pas seulement celle des usagers, par le non-séjour, parce que vraiment, quand les gens restent à la bibliothèque, ben, ça crée une ambiance. On a nos usagers habituels, on a les gens qui se parlent entre eux, etc., etc. Et puis aussi par l'absence d'événements, parce que c'est vrai que les événements qu'on organisait donnent vie à nos lieux. Bref, tout ce qui, on a un peu enlevé tout ce qui faisait le petit plus convivial, je dirais, de la bibliothèque. En d'autres termes, on a un accueil qui est vraiment, vraiment remis en question et il va falloir une attention très particulière pour pouvoir le repenser dans des lieux physiques et pour observer à quel point cette diminution de l'accueil joue sur l'effectivité de la bibliothèque comme un espace public, c'est-à-dire un lieu qui fait véritablement circuler les humains, les objets et les idées. Alors, moi, je me suis intéressée
plutôt à savoir, mais comment on va faire ça? Est-ce que cette question de l'accueil, finalement, on a réussi à la transporter dans les lieux numériques que nous avons explorés en tant que bibliothèque, puisque ne pouvant utiliser nos lieux physiques comme on le souhaitait, est-ce qu'on a pu le faire dans les lieux numériques? Évidemment, l'enjeu ne se situe donc pas que dans la réalisation d'un accueil optimal dans les espaces physiques, mais également dans les espaces numériques. Que ce soit d'ailleurs dans les actions que vous menez sur les réseaux sociaux ou dans des animations que vous organisez sur des plateformes d'échange à distance, par exemple Zoom. Le développement de la médiation numérique actuellement doit porter une vraie attention à ces 4 points cardinaux de l'accueil. Il me semble qu'aujourd'hui, si vous voulez développer un service numérique, vous devez vous dire, OK, mais comment j'accueille les gens là-dedans, quoi. Il ne s'agit pas juste de dire, bah, tiens, c'est cool, je faisais ça, je vais le faire en numérique. Voilà, c'est bon, ça, du coup, j'ai mon service. La question, c'est, ouais, mais quand je le faisais à la bibliothèque, j'accueillais les gens. Maintenant, quand je le fais en numérique, comment est-ce que j'accueille les gens? En partant de ce même radar. En tout cas, enfin, moi, je pars de ce radar, mais vous pouvez partir d'où vous voulez pour l'analyser. Moi, c'est l'analyse que je vous propose est basée sur ce radar. Et donc, on se doute que là-dedans, sécurité et santé sont de véritables enjeux dans le numérique. C'est d'une part la question de la modération, évidemment. C'est d'autre part la question de qui parle avec qui sur des plateformes anonymisées. Vous organisez une heure de compte où les gamins peuvent écrire, etc. C'est évident qu'il s'agit de savoir avec qui vous les mettez en relation, puisqu'il s'agit de ça aussi sur ce type d'outils. Et enfin, évidemment, la question de ce que deviennent les données des personnes qui nous rejoignent sur les plateformes que nous utilisons. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que cette question de la sécurité et de la santé, finalement, est liée à ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il va être disponible dans quelques mois, c'est-à-dire, je pense, j'espère, juin, juillet, un mémoire qui a été fait par Van Tamin et que j'ai dirigé sur l'économie de l'attention. Et c'est un très, très bon mémoire. Je vous encourage vivement à aller le lire. C'est un très bon boulot. Bref, elle y montre, et elle a tout à fait raison, qu'il y a un travail à mener pour acculturer les bibliothécaires et puis ensuite les usagers aux outils numériques en comprenant ce qui se joue dans cette économie de l'attention, c'est-à-dire apprendre à préférer le libre notamment. Van parle dans son mémoire du festival NUMOC de Paris comme un exemple de formation, information, acculturation des équipes et des habitants autour du numérique. Donc je vous encourage vivement à aller lire ce mémoire et à aller voir ce qui se passe dans NUMOC. Alors confort et ambiance sont tout aussi questionnés évidemment. Quelle plateforme je vais choisir pour assurer un confort de participation? Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'elle est accessible? Il s'agit de s'intéresser à ce confort qui va de la difficulté à rejoindre la plateforme. On a tous connu, genre on veut se connecter sur une plateforme, on n'y arrive pas, c'est pas facile, etc. À la difficulté à l'utiliser en cours d'événement. Est-ce que c'est facile de mettre un message? Est-ce que c'est facile de lever la main? Est-ce que c'est facile de donner son avis? Voilà. Ce confort, il est questionné évidemment par le dispositif que vous allez utiliser. Au passage, pour ces questions-là, les recherches en User Experience, UX, sont certainement les plus adaptées, pour se rendre compte du confort qui va être ressenti par vos usagers à l'usage de vos outils et services numériques. Pour ça, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur des stagiaires. N'hésitez pas à prendre des stagiaires de l'ENSID notamment, mais d'autres, qui peuvent mener des enquêtes UX. Quant à l'ambiance, elle est évidemment interrogée par tout ce qu'on va mettre en place pour briser la glace, sympathiser, faire corps ensemble sans parfois se voir ni s'entendre. Dans le séminaire, on faisait tout en chat. Moi, je n'ai jamais vu les gens avec qui je discutais, je n'ai jamais entendu le son de leur voix. Alors, sachez qu'il y a des chercheurs bien avant le Covid qui se sont interrogés sur ces questions, et notamment des gens qui travaillent en interaction homme-machine, qui travaillent sur le design de services numériques. Il y a un article qui s'appelle Beyond Being There, je vous redonnerai les références, et qui travaillait sur, enfin, ce sont des chercheurs en interaction homme-machine, donc c'est des informaticiens, qui travaillaient sur les premiers services de téléconférence dans les années 90. Et les auteurs écrivaient « Nous voudrions créer un système qui permette la même richesse et variété d'interactions sans que la distance soit un souci. » On comprenait que ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Et ces chercheurs, ils ont appelé ça, si vous voulez, la notion de conscience mutuelle. Et au fond, c'est ça, c'est cette conscience mutuelle qui est questionnée dans ces interactions à distance et qui revient finalement à dire comment on va humaniser nos relations numériques. Il y a une autre chercheuse qui s'appelle Niloufar Salehi. C'est une chercheuse d'aujourd'hui, en interaction avec machine toujours. Elle fait l'hypothèse dans un de ses projets
qu'on pourrait faire circuler dans le numérique finalement plutôt les hommes que les humains, plutôt les humains que les idées. En gros, au lieu de reproduire nos ateliers tricot, robots, lecture, etc., de l'espace physique vers l'espace numérique, il s'agirait de mixer volontairement ces publics dans différents groupes pour créer de nouvelles interactions. Pour faire émerger donc des nouvelles idées, nouvelles approches, etc. Ça veut dire qu'on va repermettre de circuler. De même que quand vous allez à la bibliothèque, vous allez dans tel rayon, puis dans tel rayon. Sur le chemin entre les deux, il se passe des choses et vous avez des opportunités qui se créent dans ce chemin-là. Et donc, toute la question, là, dans le numérique, c'est comment est-ce qu'on crée ce chemin-là? Il existe actuellement un outil qui s'appelle GatherTown, je vous mettrai aussi, GatherTown qui permet en fait de suivre des conférences en numérique en déplaçant son petit bonhomme, voilà, avec le clavier. Et donc, son petit avatar va suivre la conférence. Puis après, il va dans l'autre salle. Et sur le chemin, on peut rencontrer des gens et discuter avec eux et entrer en vraie conversation. Voilà. Donc, tout ça, ça veut dire il va falloir, si vous voulez penser l'accueil, pour qu'on pense l'ambiance de vos services numériques, il va falloir les scénariser. Et plus que ça, il va falloir scénariser ce que vous attendez de la présence de la bibliothèque sur le numérique. En gros, être en mesure d'agir intentionnellement. Au niveau du séminaire, nous, on a beaucoup scénarisé les interactions, à la fois par un travail tout à fait, scénarisé de timing dans le séminaire avec des parties 1, des parties 2, des parties 3 qui étaient toujours un peu les mêmes, faites de la même façon et qui étaient partagées entre les différents animateurs parce que vous savez, pour pouvoir absorber 900 personnes, il a fallu qu'on fasse 11 groupes qui ont travaillé simultanément et tous les animateurs ont reproduit la chaîne scénarisée, si vous voulez, que je leur ai proposée. Et donc, ça crée un corps, si vous voulez, ça crée un corps parmi les animateurs, puis par rebond par les participants qui savent en fait qu'ils participent à quelque chose qui est bien plus grand que leur simple présence. Au fond, ce qui est important et ce qui joue, c'est encore et toujours la présence de l'autre, ce qu'on gagne à ne pas être isolé dans et par le numérique, et ce qui est vrai d'ailleurs de toute chose. En d'autres termes, il faut travailler le relationnel. Alors, le relationnel, en numérique, ça se travaille de plein de façons. Par la personnalisation, de même que dans vos bibliothèques, vous savez bien, vous avez l'habitude de dire « Ah, bonjour Madame Machin, comment ça va aujourd'hui ?» Voilà. Et bien là, c'est pareil, on reconnaît les gens dans le numérique, on leur adresse la parole, etc. On les identifie sur des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on identifiait dans la vie réelle. Par exemple, dans le numérique, j'ai des collègues que je n'ai jamais rencontrés, donc je n'ai jamais vus. Ils sont constamment en train de faire des blagues, de mettre des petits gifs, moi je dis gifs, je ne dis pas gifs, je dis gifs, etc., etc. Alors qu'on les rencontre dans la vie réelle, ce sont des gens très timides, etc. Donc, il faut identifier les gens et savoir voilà, comment échanger avec eux. Il faut partager des choses. On est beaucoup plus dans une relation humaine. On a la question de la place des habitués aussi, sur laquelle, dans le numérique, on compte beaucoup comme relais de l'animation. Il faut aussi savoir prendre soin des habitués, certes, mais aussi des nouveaux qui doivent pouvoir participer avec un support technique fort. On ne peut pas juste dire connectez-vous. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit là pour dire attendez, il y a tel problème, je vais vous le résoudre, etc., etc. Il faut faire intégrer des règles, comment on parle, comment on marche, comment ça fonctionne. Il faut encourager les gens. Et puis, il faut simplifier les échanges. Et d'ailleurs, je vous le dis, vous pouvez me mettre toute question que vous voulez sur le chat. Et surtout, ne vous restreignez pas si vous faites des fautes d'orthographe. Sur le chat, on fait tous des fautes d'orthographe. On écrit vite, on écrit mal, etc. Moi, c'est lâcher prise totale sur l'orthographe quand je suis sur le chat. Donc, vous aurez compris que ce qui se joue là dans ces mises en relation et ce qui a joué dans le séminaire, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde se sente utile, et on retrouve là l'intérêt pour la participation que j'ai, évidemment. Ce qui a joué aussi dans cette scénarisation et dans cette ambiance, c'est le fait que tout le monde sente qu'il participe à quelque chose. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des synthèses pour montrer la pensée des gens, pour que les gens aussi se sentent utiles d'avoir participé et qu'on soit dans quelque chose de tangible et qu'on reconnaît l'autre comme participant à la même chose. C'est très marrant, là, depuis que c'est fini. Je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Ah, j'ai participé au séminaire » et quelque part, il se passe vraiment quelque chose entre ces personnes et moi parce qu'on a participé à la même chose, on s'est retrouvés ensemble sans le savoir, sans se connaître, sans se voir, etc.
Alors justement, si on parle de relationnel, il faut qu'on regarde un peu les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et vous savez bien que ce qu'on aime, bien que ce ne soit pas bon pour nous, c'est évidemment les questions de visibilité, de notoriété, de valorisation. C'est ce qu'on achète aujourd'hui dans le numérique social, hein. Ce jeu récompense, attention, etc., qui est au cœur de tous les services qu'on connaît. Instagram, Facebook, Twitter, etc., mais aussi de tous les jeux gratuits, hein, Candy Crush et compagnie. Voilà. Au passage, allez voir l'excellente série Dopamine de Arte qui parle de tout ça et qui explique tout ça hyper bien. Alors, c'est aussi au cœur de la captation, d'ailleurs, des attentions des complotistes, hein. Il y a Ethan Zuckerman, encore une fois, je vous donnerai toutes les infos, qui est spécialiste des médias, qui disait à propos de QAnon, que vous connaissez bien maintenant, QAnon, c'est un jeu. Si votre interprétation des prédictions est meilleure que celle des autres, vous êtes récompensé par de l'attention et même de l'argent via les vidéos YouTube, etc. C'est une secte à la mode 2020, dit-il. Vous pouvez être en même temps influenceur Instagram et co-auteur de la théorie du complot. Donc, tout ça pour attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les bibliothèques ne peuvent plus faire l'impasse sur les compétences économiques et socio-techniques qui vont permettre de prendre conscience de ce qui se joue dans tous ces produits informationnels, de l'enfermement dans les bulles informationnelles, des possibilités de résister à ces jeux d'attention. Et dans le même temps, eh bien, si nous devons investir et permettre un bon confort, une bonne ambiance, etc., sur les services que nous allons utiliser numériques, eh bien, nous jouons aussi de ce même dialogue, attention, récompense, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la prolifération des jeux sérieux, des serious games, ou même dans les pratiques participatives qu'on connaît bien en bibliothèque. Alors, du coup, toute la question, c'est comment nous, bibliothèque, on va trouver notre voie entre alerte sur l'économie de l'attention, attention, attention, et utilisation des mêmes ressorts et des mêmes outils pour capter l'attention vers nos ressources et ce qu'on propose. Voilà, bref, vous aurez compris que tout ça repose finalement sur la possibilité de construire quelque chose de collectif, quelque chose qui va être plus que venez à la bibliothèque c'est trop bien, on n'est pas dans de la com, hein, mais on est bien dans quelque chose qui va relever de comment est-ce que je construis ça collectivement avec les personnes en prenant aussi soin d'elles, c'est-à-dire en tenant attention à leur sécurité, à leur santé, à leur accessibilité, etc. Évidemment, ça pose la question de l'accessibilité, aussi bien, voilà, on en reparlera pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes qui sont tout simplement en situation de ne pas pouvoir suivre un Zoom parce qu'ils n'ont que leur téléphone portable et que c'est vraiment pas pratique, ou alors parce qu'ils n'ont pas Internet, etc. Bref, vous l'aurez compris, la réponse, elle est certainement dans la notion d'attention elle-même. Une attention souci de l'autre et des autres, de ce qui peut faire un collectif et pas simplement une valorisation de la présence de la bibliothèque. Tout ça pour dire que si on veut travailler sur l'accueil dans le numérique, comme dans l'accueil dans la bibliothèque, il faut qu'on se détache de cette question de savoir si la bibliothèque est importante pour se demander ce qu'on produit d'important avec nos usagers. Alors, évidemment, le premier confinement a un peu bousculé le regard qu'on portait sur les publics et sur les usagers. Et de fait, parce qu'on a eu une situation exceptionnelle de communauté d'expérience. L'approche des services par les bibliothécaires, il me semble, pendant le premier confinement, a été abordée non plus directement par le prisme de l'accessibilité, genre comment les gens vont pouvoir venir à mon service, mais par le prisme des besoins des personnes en situation de confinement. En d'autres termes, si vous voulez, le confinement, il a créé pour les bibliothécaires une situation inédite d'empathie avec le public et même plus. Et c'était ça qui était très, très bien, avec les habitants. Or, cette communauté d'expérience, la communauté d'expérience dont je parle, c'est par exemple le fait qu'on était tous confinés et on était tous en situation de télétravail. Les 3/4 des personnes étaient en situation de télétravail, mais donc au chômage technique parce que rien n'était fourni, rien n'était pensé, etc. Et toute cette situation-là d'enfermement, etc., c'était une communauté d'expérience qui a fait qu'au lieu de se dire tiens, on va proposer ça, on va se dire, mais moi-même, je comprends ce dont ont besoin les gens, puisque je suis moi-même en train de vivre la même chose. Cette communauté d'expérience, évidemment qu'elle est limitée. Elle est limitée parce que, d'abord, le confinement n'a pas duré. Elle est limitée, évidemment, parce qu'on n'a pas vécu le confinement de la même façon si on est à la campagne ou si on est en pleine ville. Si on est en pleine ville dans une maison ou dans un HLM, si on est 3 dans son HLM ou si on est 25, etc., etc.
Si on a 2 salaires, un salaire, si on a voilà, un enfant, pas d'enfant, 3 enfants, voilà, un ordinateur, 3 ordinateurs, tout ça fait des changements, évidemment. Et donc, ce qui limite cette communauté d'expérience. Mais ce qui amène les bibliothécaires, finalement, à faire glisser cette empathie qui a été hyper forte pendant le premier confinement à quelque chose qu'on appelle le souci et la compassion qui s'est construite tout au long de l'année et qui est la compassion envers les situations de nos concitoyens que nous n'expérimentons pas, mais dont on a maintenant fortement conscience parce qu'on l'a quelque part un peu vécu, afin de pouvoir développer des services adaptés à ce qu'on appelle un éventail de vulnérabilité plus large. Alors, l'éventail de vulnérabilité, on parle de continuum de vulnérabilité dans l'éthique du CARE. CARE, c'est C-A-R-E, et qui permet justement, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le séminaire, qui permet de penser, si vous voulez, tout cet ensemble de difficultés pour les personnes de pouvoir faire collectif avec nous en utilisant le service. Et c'est cette attention qu'on va poser aux gens en disant, ben voilà, je sais bien que le service que je propose, il n'est pas optimal pour les personnes qui sont dans telle situation ou dans telle situation ou dans telle situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change mon service ou est-ce que j'ai conscience de cette limite et du coup, je vais proposer quelque chose à côté pour ces personnes-là ou je vais essayer d'innover pour que ces personnes-là puissent avoir accès à au moins une partie de ce qu'on propose, etc. Et ça, cette attention-là, ce souci, cette éthique du care, c'est-à-dire du soin de l'autre, c'est quelque chose que nous avons maintenant la possibilité de développer dans la manière dont on pense l'accueil en bibliothèque et notamment l'accueil numérique, mais pas que l'accueil numérique. C'est cette manière de se dire, aujourd'hui, je ne peux plus juste proposer un service en disant qu'il répond aux besoins d'une partie de la majorité des gens, en fait. Ce n'est pas la question. La question, c'est quand je propose ce service, qui doit quelque part créer du collectif, c'est-à-dire ne serait-ce que rendre possible d'habiter dans ce pays et d'y participer, quelles vulnérabilités vont faire que mon service ne peut pas répondre à tout le monde et comment répondre à tout ça. Alors en fait, c'est hyper important cette approche-là parce qu'elle signifie qu'on va se dégager quelque part de l'approche habituelle de l'exclusion. Au lieu de vouloir de penser les choses par l'exclusion en disant « Ah ben, il y a des gens qui sont exclus », et de vouloir absolument ramener l'exclu défini comme tel dans la société au sein d'un groupe social qui est considéré comme une norme, au détriment parfois de ce que cette personne produit, construit, habite, etc. On va essayer justement plutôt de penser les vulnérabilités en essayant de considérer qu'au fond, il y a de très belles choses qui se font au niveau de la société et qu'il s'agit de prendre soin de tout ce qui est produit, etc. Bref, tout ça pour dire que l'exclusion, l'approche des services par l'exclusion-inclusion, à mon avis, elle est en train de faire son temps et il s'agit de basculer maintenant à plutôt quelque chose qui est le care et qui va s'intéresser aux vulnérabilités, de sorte de penser un service numérique notamment, mais pas seulement, non pas de manière binaire, ceux qui ont accès les autres, mais de manière plurielle, attentive, à toutes les modalités d'approche de tout ça. Alors, ça veut dire bien sûr que la bibliothèque se reconnaît une attention aux vulnérabilités, c'est-à-dire que quelque part, elle s'engage à prendre position en assumant des actions qui vont répondre à des situations qui sont la marque d'un défaut ou d'un déficit de la société à l'encontre de nombre de ses membres, clairement. Ces situations de vulnérabilité, déjà présentes ou celles que nous prévoyons d'ailleurs, interpellent déjà les bibliothèques. Ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions, mais il ne s'agit plus de considérer par principe que les institutions publiques jouent un rôle dans la société, mais bien d'affirmer les modalités de ce rôle et de défendre le rôle de la bibliothèque dans l'accompagnement de ces vulnérabilités. Alors, il reste à définir le rôle de cette bibliothèque. Assumer cette responsabilité dont je parle, ça signifie que la bibliothèque soit capable d'identifier ce qui nécessite son action. Et là, donc, évidemment, on retombe sur cette question du rôle. Pendant très longtemps, on a cherché à définir le rôle de la bibliothèque comme une institution qui réagit aux crises. Je sais, j'ai fait la même chose dans ma thèse. Voilà, c'est une habitude qu'on a. On se dit, ben voilà, il y a des gens qui ne savent pas lire, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on aide les gens à se sortir de cette crise parce qu'en fait, ça les empêche de travailler, de faire... Il y a la crise financière de 2008, hop, on va développer l'auto-formation et on va essayer
de résoudre le problème en tant que bibliothèque. Alors, il me semble que cette définition, elle a fait long feu là, pendant cette crise pandémique, tant il paraissait à la fois difficile de penser l'indispensabilité de la bibliothèque à l'acmé de la crise, mais aussi de déterminer précisément ce qui faisait la crise. C'était quoi la crise que nous avons vécue? C'est les problèmes d'accessibilité numérique en temps de confinement? C'était le développement de la réception au complotisme? C'était la redéfinition des modalités des relations sociales? C'était la crise de conscience de l'impact de nos vies quotidiennes sur la nature sauvage? C'était quoi en fait la crise que nous avons vécue? Ajoutons à ça que ces crises sont en vérité le mode de vie habituel, bien que non souhaité, d'un nombre important de nos concitoyens ou d'autres habitants du globe. La maladie, l'incarcération, l'isolement, la transformation climatique des territoires, etc., etc. En gros, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'admettre qu'on vit dans une crise continue, dont les manifestations sont multiples, les expériences sont déjà faites? Attendez, excusez-moi, il faut que je branche l'ordi. Hop, je n'avais pas pensé à ça. C'est bon. Et dont il ne s'agit pas d'attendre la résolution. On a déjà perdu l'espoir que la normalité revienne, admettons-le. Alors, on sait que nous pouvons conserver une forme de normalité dans des temps bouleversés, mais on sait aussi que les bases de la normalité ne sont pas prêtes de bouger. Alors, comment on va faire? Entre attente anxieuse, enthousiasme pour les nouvelles possibilités, acceptation, adaptation de la situation, est-ce qu'on est en crise ou est-ce qu'on est en continuité d'une situation qui ne cesse de nous montrer qu'elle était déjà une situation de crise dont nous n'avions pas pris toute la mesure? Et dès lors, il me semble voir plus d'opportunités et de réalité à penser le rôle de la bibliothèque, non pas face à la crise, mais face à ce qu'on appelle le trouble. Et pas face d'ailleurs, mais dans le trouble. La notion de trouble, ici, elle est utilisée en référence aux travaux de Donna Haraway et de ce qu'on appelle plus généralement l'écosophie. Vous connaissez Bruno Latour, par exemple, etc. Il s'agit donc de penser la bibliothèque dans des situations de trouble sur lesquelles on ne s'illusionne pas, dans une perception de notre société qui ne nous fait pas nier la construction historique et sociale des troubles actuels, dans une prise en compte des vulnérabilités liées à ces troubles, mais aussi dans une écoute attentive et une retransmission des paroles de ceux et celles qui vivent déjà dans le trouble au quotidien et qui ont donc la capacité, si vous voulez, à produire et à créer des réponses. Et enfin, dans notre propre capacité bibliothéconomique à créer le trouble. Je crois beaucoup que l'approche par le trouble nous invite à repenser l'accueil, plus généralement, de ceux qui finalement nous sont les plus étrangers, et donc de repenser l'hospitalité de la bibliothèque. Vous savez que cette notion d'hospitalité, en fait, elle permet d'apporter à l'accueil l'acceptation de l'étrangeté de nos hôtes, mais aussi la volonté de recevoir autant que de donner dans cette relation d'hôte à hôte. Il y en a parmi vous qui sont peut-être familiers, ce qui n'est pas mon cas moi à la base, mais si je travaille sur l'hospitalité, du coup je suis obligée de m'y intéresser un peu, de ce texte sur Marthe et Marie dans je ne sais plus quel évangile. Marthe et Marie, ça vous dit quelque chose? Jésus passe, il est invité chez Marthe et Marie, et Marthe, qui est donc l'hôte, fait à manger, fait plein de choses, etc. Enfin bref, elle fait l'hôte. Et elle est très fâchée parce que Marie, je vous la fais schématique, elle est très fâchée parce que Marie ne fait rien. En fait, elle fait rien. Elle écoute Jésus qui parle. Voilà. Et finalement, Marthe s'agace et Jésus lui dit, mais en vérité, tu es l'hôte, mais moi aussi, je suis l'hôte. C'est-à-dire que je suis l'invité, mais une vraie relation d'hospitalité, c'est une relation où tu es capable d'entendre et d'accueillir ce que moi aussi je te donne, et pas seulement d'accueillir ce que tu me donnes. Et il s'agit en gros de transformer, nous, si on veut être hospitalier, une institution accueillante en une institution hospitalière, c'est-à-dire un lieu physique et numérique qui est ménagé, qui prend soin de ceux qui passent, qui s'installent, qui transitent, qui circulent. Et en se défaisant de sa relation à la crise pour assumer le rôle dans le trouble, en fait, on peut être une institution qui nous invite, nous, les usagers, à partager nos expériences d'habitation du monde, qui accueille dans ces espaces comme dans ces collections, on va dire, les récits les plus ou moins construits, plus ou moins élaborés, plus ou moins légitimés, des appréhensions de l'existence en un monde troublé de tous nos concitoyens. Alors, à ce moment-là, la bibliothèque va offrir, en plus de son hospitalité de lieu, une véritable hospitalité documentaire. Et plutôt que d'instituer simplement des paroles d'autorité et de les faire circuler, on saura se présenter comme un espace politique de mise en circulation et en récit, de mise en circulation et en visibilité des récits des humains, des vivants. Évidemment, ça questionne d'abord nos collections
Et évidemment, puisqu'il s'agit, l'enjeu principal de cette mise en récit, c'est de reconnaître des récits qui existent et puis de reconnaître leur légitimité. Il faut rendre visible et être capable de manifester, si vous voulez, la multiplicité des pratiques collectives. Et puis, il faut admettre ces récits au sein de nos collections. Alors, le problème, c'est que on n'est pas très fort en bibliothèque pour admettre ces différents types de récits. Il faut qu'on puisse admettre qu'au fond, on n'est pas le seul pourvoyeur d'intelligibilité. C'est un peu ce qui est porté dans la notion de droit culturel, si vous voulez. Ce qui me semble important, je ne sais pas combien de temps il me reste, chers collègues de la MDL. 5 minutes, voilà. Il me semble, et c'est ça qui est important, que la bibliothèque peut alors, à condition finalement qu'on accepte tous ces récits, qu'on soit hospitalier de cette sorte, que la bibliothèque puisse être définie non plus comme un lieu de savoir, mais comme un lieu d'ignorance. Un lieu d'ignorance dans lequel on part à la découverte de multiples récits du fait d'habiter le monde et à la découverte d'une diversité des possibilités de construction des modalités du vivre ensemble. Et ce travail de facilitation, d'intégration, de mise à disposition des différents récits, d'éditorialisation, moi, je l'appelle, c'est un concept que j'essaye de développer, l'hospitalité documentaire de la bibliothèque. Je vais vous donner un exemple. Moi, je rêve de fabriquer un truc qui s'appelle des coins climat, des climate corners, dans lesquels on accepte aussi bien des informations et des ressources qui sont produites par les chercheurs sur le climat, mais aussi des choses qui sont produites par les gouvernements locaux, régionaux, départementaux, nationaux, internationaux, mais aussi tout ce qui est produit par les éditeurs habituels, mais aussi ce qui est produit par les associations et ce qui est partagé et produit par les usagers dans leur savoir mobilisé finalement autour de ces questions de climat. Et c'est ce dialogue qu'on peut créer entre des sources à la fois scientifiques et profanes, comme on dit, que la bibliothèque doit travailler. En d'autres termes, elle doit faire une sorte d'écologie documentaire. C'est créer des relations par le document. Évidemment, pour faire ça, il faut qu'on soit capable de définir à qui on va donner la parole. Quelles sont les communautés qui aujourd'hui parviennent à occuper l'espace public, notamment par exemple sur ces questions de climat, mais pas seulement. Et il faut qu'on arrive à donner de la voix aux communautés qui n'ont pas cette capacité à occuper l'espace public. Alors, ça pose plein de questions, évidemment. D'abord parce que plus on expose des voix, plus la bibliothèque s'expose aussi. Et en donnant écho un peu à ces voix qui sont inaudibles, on suscite des débats, des nouveaux parcours de récits dans nos ignorances. On suscite également de nouveaux troubles, de nouvelles modalités de vivre dans le monde. On bouge les choses. Il s'agit de parler du trouble pour troubler le présent et proposer une nouvelle présence au monde, si vous voulez. La bibliothèque, dans l'ensemble des récits qu'elle va mettre en commun, qu'elle va proposer, qu'elle va éclairer, elle ne pourra en d'autres termes pas être autre chose que subversive, déviante, événementielle. Elle va proposer des déviations. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est difficile et on travaille sur des notions en recherche là, actuellement de littératie communautaire ou de droit culturel pour accompagner finalement les communautés quand je parle de communauté, je parle d'un ensemble de personnes qui sont sous n'importe quelle catégorie, à trouver visibilité, à donner écho à leur conception du monde, à leur épistémologie, etc. etc. Évidemment, ça voudra dire qu'il faudra confronter le paradigme informationnel de la bibliothèque à celui des communautés en question. Je vous donne un exemple, mais il y a pas mal de gens aux États-Unis qui travaillent sur comment nous, on pense l'information, enfin comment les Américains pensent l'information et comment les communautés autochtones, donc les natifs américains, pensent l'information. Et est-ce que c'est pensé de la même manière? Et est-ce qu'à partir de là, il faut qu'on re-questionne, par exemple, les classements? Voilà. Alors, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous sommes rouverts depuis très longtemps, mais pourquoi il était absolument indispensable qu'on rouvre? Justement parce qu'on a besoin de ces récits. Et la bibliothèque, elle est indispensable à mon sens. Et c'est là où se construit son rôle. Si elle assume totalement, finalement, ce trouble qui existe dans la société, ce trouble qu'elle-même crée et qui ne permet plus une neutralité qui va être effacée hors du temps. La neutralité, c'est quoi? C'est permettre de mettre en rapport, en relation, des histoires différentes. Et ça n'est jamais, et ça ne pourra jamais être un retrait face à ce qu'on vit dans le monde. Alors là, vraiment, on sera dans l'hospitalité. Bref, pour finir, parce que je pense que c'est l'heure, et puis pour répondre à vos questions, tout ce que j'essaye de vous dire là, c'est que
il me semble que je me fais moi-même une exhortation à sortir du rêve de la bibliothèque participative pour assumer d'être finalement une bibliothèque participante. Et j'entends par là une bibliothèque qui participe à ce qui se passe, qui est attentive aux troubles, qu'elle croise et qu'elle produit d'ailleurs, qui est utile à la société dans les lieux où elle est en train de se construire, cette société, même si ces lieux, même si ces constructions paraissent anecdotiques. Nous avons besoin, dans ces espaces de construction de nouvelles fonctions de gens, de nouvelles fondations pardon, pour notre société, de gens qui savent comment se repérer dans les savoirs et y circuler. C'est quelqu'un, ces personnes-là, ce sont les bibliothécaires. Ce sont les gens qui finalement savent tenir la pelote de laine de la bibliothèque. Vous savez, comme dans les livres de Terry Pratchett, le bibliothécaire, il sait tenir cette pelote qui permet de se promener à travers les multiples dimensions forcément bouleversantes de toutes les ressources que propose la bibliothèque. Voilà ce que je vous propose. Merci pour votre attention.